Et pour parler de tous ces thèmes, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Marcus Kerber. Bonjour Marcus. Bonjour. Avocat, professeur finances publiques à Berlin et Paris. Face à vous, André Lescroux-Pietri. Bonjour André. Bonjour Raphaël. Président de JEDI, la Joint European Disruptive Initiatives. Et puis Gilles Raveau. Bonjour Gilles. Bonjour Raphaël. Maître de conférence à Paris 8, Saint-Denis. Allez, je commence avec vous Gilles. On l'a dit, demain, vote. Seconde lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On a vu Sébastien Lecornu sauter les haies une par une et arriver à dégager des compromis le week-end dernier. Les paris d'abord. On le vote ce budget de la Sécu demain ou pas ? Alors mon pari c'est non, mais comme je ne suis pas un analyste politique, je ne vais pas chercher de raison à vous donner. Juste rappeler que effectivement l'absence de budget c'est pas si grave, vous l'avez dit en introduction. L'Espagne n'a pas de budget voté depuis 3 ans. Ça fait 3 ans, oui. Elle a un taux de croissance supérieur au nôtre. On se rappelle pour les plus anciens d'entre nous que lorsqu'il y a eu la grande crise des finances publiques en Europe suite au quasi-défaut de la Grèce, le pays où le ratio dette publique sur PIB a le moins augmenté, ce fut la Belgique, parce qu'elle n'a pas eu de gouvernement pendant 3 ans et que donc la Belgique n'a pas mis en place les politiques de réduction de l'impulsion budgétaire qui ont été mises en place ailleurs. Oui. Et effectivement, vous avez raison, l'économie, la politique et l'économie, c'est 2 choses différentes. Et quand on regarde la dernière note de conjoncture de l'INSEE, c'est vrai que c'est assez étonnant puisque l'économie française, quand on regarde ce qu'on appelle les composantes de la demande, elles augmentent toutes. La consommation augmente légèrement, mais augmente tous les trimestres. Oui, on va y revenir. L'investissement augmente et même une bonne surprise du côté des exportations matérielles, notamment militaires, les avions, l'aéronautique, le luxe, la chimie, etc. Donc la croissance française cette année n'est pas si mauvaise et donc c'est la différence entre l'économie réelle et la politique. Un véritable découplage de plus en plus de la vie politique et de l'économie. Même question André, est-ce qu'on peut se passer d'un budget finalement ? Ça a bien été dit qu'on peut s'en passer. Effectivement, l'exemple belge est souvent cité pour aussi passer un message que finalement le politique a de moins en moins d'impact sur la vie réelle. Les 650 jours ou même plus que la Belgique a eu sans gouvernement même ont été parmi les plus profitables à l'économie, etc. C'est peut-être aussi un message aux politiques que finalement leur manière de faire de la politique qui est aujourd'hui ce qu'on voit avec le Premier ministre et on ferait la même chose à sa place, ce n'est plus du tout donner un cap. C'est essayer de passer, comme vous le disiez, une étape après l'autre, mais non, la chose, je crois, la plus grave, c'est la perte définitive de la crédibilité de la France. C'est-à-dire que la France était habituée à être plutôt stable, à être plutôt, à avoir un cap relativement clair, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Oui. Là, ça fait 1 an et demi que la politique est démonétisée, et donc finalement, la France deviendra comme d'autres pays. C'est-à-dire d'autres pays, c'est-à-dire sans un cap clair, avec une manière d'être finalement ballotté par les événements. C'est-à-dire aujourd'hui, on profite, et je crois que c'est comme ça qu'on peut aussi lire les résultats meilleurs que prévus. D'abord, on sous-estime souvent nos atouts. Aujourd'hui, quand même, la classe politique est la première à dénoncer pêle-mêle les inégalités d'un côté, le fait que les entrepreneurs ne sont pas favorisés. Finalement, on se rend compte que l'économie va plutôt bien, que notre système social ultra coûteux fonctionne quand même encore. Non, ce qui est terrible, c'est que dans un monde qui aujourd'hui, on va en parler sûrement avec les États-Unis, caractérisé par des prédateurs et par ceux qui avancent, on le voit bien aussi avec la Chine, ceux qui n'avancent pas et qui n'ont pas de cap, ils sont un petit peu soumis aux aléas des autres. Donc, on va bien, mais on est totalement dépendant. Manger ou être mangé. Comment ça se passe en Allemagne, Marcus, en ce moment ? Écoutez, ça se passe plutôt mal. Vous avez donc on n'est pas les seuls. Non, mais c'est pire. Voilà, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs pour ça. Mais vous avez appris que le chancelier vient d'avoir juste une petite majorité pour la continuation de la subvention des pensions de retraite. Oui. Et qu'il a dû faire face à la révolte des jeunes. Peut-être que c'est bien de rappeler, Marcus, parce que ce débat des retraites, Dieu sait qu'on en a entendu parler en France, il est aussi très vivace en Allemagne. Expliquez-nous pourquoi. Parce que la démocratie a créé la sécurité sociale dans le système de retraite, qui est un contrat de génération. Et pour obtenir un niveau minimal de 48% du dernier salaire net, 48%. 48, on n'est pas à 70% du brut, on est à 48. Alors l'État fédéral va subventionner
le système des retraites chaque année avec des sommes gigantesques et croissantes. C'est-à-dire, dans le budget actuel, c'est 130 milliards. Et la tendance est... C'est-à-dire, les contribuables et les cotisants d'aujourd'hui payent 2 fois. Alors qu'ils ont ils vivent dans la certitude absolue de toucher très peu dans un avenir lointain. C'est-à-dire il y a un véritable problème de nos démocraties. Nos démocraties occidentales ont créé l'état de la providence. Oui. Les hommes politiques, les femmes et les hommes politiques, d'une façon assez politicienne, ont su inflationner les attentes en donnant des prestations sociales de plus en plus généreuses pour se faire élire et réélire. Et maintenant, la démocratie se trouve dans l'impossibilité de réduire la sécurité sociale et à un niveau vivable, à un niveau soutenable. Oui. Et ça crée quand même des conflits parmi les générations. Puis-je me permettre de faire une remarque, parce que le débat vit des désaccords polis, et Gilles vient de faire une remarque comparative sur la Grèce et la Belgique pour relativiser, je dirais, le fait que la France sera peut-être demain encore sans budget. La France n'est ni la Belgique ni la Grèce. C'est pas la même taille. La France est un élément constitutif de l'Europe, comme la Grèce, comme la Belgique. Merci de le rappeler, cher Marcus. Elle a quand même un poids beaucoup plus important. Les marchés regardent la France. Et ce qu'André vient d'évoquer, c'est-à-dire la crédibilité en tant que créancier et en tant que débiteur, elle est engagée. Et je pense, voilà, je retrouve un peu le chemin de l'argumentation, nous devrions tous, les démocraties occidentales, faire ou entamer des réformes plus courageuses de notre système de sécurité qui n'est plus soutenable. Pourquoi ne pas discuter l'abolition carrément claire, nette et claire de l'assurance chômage? L'abolition, tout simplement. Le marché de travail en Allemagne est un marché qui n'en est pas un. C'est-à-dire parce que les syndicats veulent absolument que le travail, le main-d'œuvre sera artificiellement retenu du marché. Et nous avons 3 millions de chômeurs, et dans les restaurants autour de Berlin, on cherche des aides de camp, des gens qui font des travaux partout, non seulement pour des activités qualifiées, mais également pour des petits boulots. C'est-à-dire, nous devrions sur ce plan-là nous réfléchir sur l'amélioration de nos pays en tant que site industriel. Parce que si ça continue en Allemagne, nous aurons un exode de l'industrie, c'est-à-dire de la production, de l'industrie productive. Oui. Et ça, c'est très, très difficile. Je crois que ce que dit Marcus est très important. En ce moment, on assiste devant nos yeux à un effondrement, il n'y a pas d'autre mot, de l'industrie allemande. Enfin, les Allemands sont en train de vivre en 2-3 ans ce que nous, on a vécu en 10-15 ans au début des années 2000. Et de manière extrêmement accélérée. Il y a eu un cri du cœur du patron du BDI, qui est le MEDEF allemand, qui est en plus patron d'une boîte qui marche plutôt très bien, Trumpf, qui disait, nous avons mais c'était une espèce de cri presque un peu naïf, disant on a totalement sous-estimé la capacité d'innovation et la force industrielle de la Chine. D'ailleurs, à mettre en rapport avec le discours, je trouve, un peu naïf de certains de nos dirigeants vis-à-vis de la Chine actuellement. Mais je pense qu'on va en reparler. On va en parler tout à l'heure. Effectivement, en même temps, l'Allemagne travaille très intensément à sa compétitivité. C'est-à-dire que le modèle allemand a été bouleversé. Pas assez selon vous, Marcus. Et à mon avis, on n'est pas assez aidé par la Commission européenne. Ces projets de décarbonisation de notre économie sont des projets anti-industriels. C'est une façon d'inviter des producteurs de voitures électriques qui sont mieux fabriqués en Chine de pénétrer nos marchés. Et ça reprend un petit peu le sujet que vous venez de discuter. Le président de la République, dans l'interview que vous avez citée, a déjà annoncé un certain nombre de mesures que vous avez qualifiées comme menaces vis-à-vis de la Chine. Mais la Commission européenne, non seulement dans cette affaire, mais en la matière particulièrement grave, dans cette matière d'une façon particulièrement grave, c'est décidé de comploter contre l'industrie européenne avec ce
cette but presque idéologique de décarboniser à 100% l'industrie européenne. L'Europe contribuait 5% des émissions de CO2 sur un échelon mondial. Alors, si l'Europe a complètement décarbonisé son industrie, un certain nombre de pays vont en profiter. C'est-à-dire le carbon leakage est un phénomène qu'apparemment la Commission, à la tête de la Commission, Mme von der Leyen, qui est une idéologue particulièrement dangereuse, semble ignorer complètement. Alors nous n'avons vraiment pas une Commission européenne qui a bien compris ce dont l'industrie européenne, française comme allemande, a besoin. On est en train de sauter directement à la seconde partie des experts, mais je vois que Marcus est très inspiré par le thème. On y reviendra tout à l'heure. Quelle réponse de l'Europe face à la menace chinoise? Je voudrais qu'on reste pour l'instant à Paris et au Palais Bourbon pour revenir sur nos thématiques budgétaires. Évidemment, on en parle tous les jours. Mais on se rend compte quand même, c'est un peu ce que vous disiez, Gilles Raveau, tout à l'heure, que on a beaucoup crié et sonné l'alarme sur le chaos politique, sur le manque de cap qui allait peser sur l'investissement et sur la croissance. Bon, on voit ce matin, finalement, papier dans les Échos qui explique qu'on pourrait avoir un déficit meilleur que prévu. J'avais Rexecode sur ce plateau il y a quelques jours indiquant que la croissance serait meilleure que prévu. Pas 0,7 ni 0,8, mais peut-être 0,9% de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on en a fait trop sur la crise politique finalement? Est-ce qu'on ne s'est pas complètement planté sur la situation économique de la France? Si, je pense, mais après... c'est un peu une autocritique puisque c'est beaucoup les médias. Nous tous réunis ici. Ouais, c'est ça, voilà. C'est beaucoup les médias qui ont servi de caisse de résonance. Oui. Après, c'est un peu normal, on n'est pas habitué. Moi, c'est vrai que j'allais beaucoup en Angleterre dans les années 90 et je me rappelle très bien aux informations le soir, c'est à 7h, le grand journal national en Angleterre. Ça commençait par les débats parlementaires. Oui. Ça n'arrive jamais en France parce que c'est un pays qui, depuis 2 siècles, ils savent, les Anglais, que le cœur du pouvoir, c'est le Parlement. Nous, en France, on ne le sait pas. Oui. Moi, je suis obligé de rappeler à mes étudiants que le pouvoir exécutif, il exécute ce que veut le Parlement. Mais dans nos têtes, à nous tous, en fait, on a le président de la République, le gouvernement et le Parlement qui est en dessous. Et ce que j'ai pas, j'enseigne dans un institut d'études européennes et je passe mon temps à dire à mes étudiants, mais eux ils le savent et ils le savent mieux que la plupart des journalistes français. Tous les gouvernements d'Europe sont des gouvernements de coalition. Le scrutin à la proportionnelle à des doses variables existe dans tous les pays européens qui en plus ont des structures décentralisées fédérales, comme en Allemagne évidemment, aussi en Espagne et en Italie. Et d'ailleurs, c'est moins vrai maintenant, mais il y avait des travaux d'économie politique qui expliquaient dans les années 90 le grand succès des pays nordiques, justement au fait que c'est des systèmes qui avaient... Ça présuppose une culture de compromis. Hein, non, mais j'observe simplement qu'il y avait des travaux d'économie politique qui, dans les années 90, nous disaient que le succès de l'Europe du Nord, c'était justement le fait que ces pays, depuis 1945, avaient toujours eu une dose plus ou moins de proportionnelle, ce qui permettait une meilleure représentation de la société civile et aussi des compromis politiques, parce que quand il y a de la proportionnelle, votre voix n'est pas perdue et donc il y a des deals politiques intelligents qui étaient faits. Donc en fait, la panique des journalistes français par rapport à la situation parlementaire actuelle, je ne l'ai jamais partagée. Par contre, simplement 2 choses par rapport à ce qu'a dit Marcus. Quand je cite l'exemple de la Belgique, c'est à la fois pour faire la blague et juste, encore une fois, mon travail en tant que chercheur en sciences sociales, c'est observer les faits et c'était juste une blague qu'on s'était faite, qui a beaucoup circulé à l'époque. Encore une fois, le ratio dette publique sur PIB au ce début des années 2010 avait le moins augmenté en Belgique et que clairement, ça s'expliquait par l'absence de gouvernement. C'était juste un fait que je disais. Et par ailleurs, je vous rejoins entièrement, j'arrête, sur effectivement la perte de crédibilité de la France. Et donc là aussi, je remets mon chapeau de macroéconomiste. Oui. Le taux d'intérêt à 10 ans, c'est 3,5 en France actuellement. La croissance nominale, c'est-à-dire croissance plus inflation, en gros, c'est 2. Ça veut dire que le coût marginal de la dette, c'est 1,5. Et donc, sur une dette de 3 000 milliards, un coût marginal de 1,5, c'est 45 milliards. Donc, effectivement, là-dessus, on se rejoint totalement. Et bientôt 3 500 milliards, d'ailleurs, la dette. Oui, cette culture du compromis, Marcus Kerber dit on ne l'a pas en France. Est-ce qu'elle n'a pas avancé, André, quand même, ces dernières semaines? On a vu ce week-end Sébastien Lecornu s'agiter en coulisses pour essayer de décrocher des compromis et à droite et à gauche. Alors, ça a fini par une hausse de la CSG et par la suppression du doublement des franchises. Donc, moins d'efforts en économie et plus d'impôts. C'est peut-être ça le problème. Il n'empêche que
le volet recettes a été adopté. Oui, non, mais je pense qu'il faut pas toujours voir les choses trop Est-ce qu'on négativement. avance ? C'est un peu ça la question. On avance, mais on va pas l'inventer en quelques mois. Je rappelle que la manière dont on qualifie ce budget, c'est un budget Frankenstein, dans le sens où, pas qu'il soit moche, mais c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment dans quelle direction. Il n'y a pas de cap clair. Est-ce que c'est un homme ? Ouais. Est-ce que c'est une femme ? Est-ce que c'est quelque chose d'autre ? Est-ce qu'il est jeune ? Est-ce qu'il est vieux ? On ne connaît pas le cap. La direction, c'est la rappelle réduction quand des même dépenses que la du culture du déficit compromis public. Voilà. dans les pays nordiques, ou bien dans ce qui s'est passé au début des années 2000 en Allemagne, lorsqu'il y a eu des grandes réformes structurelles, c'est des compromis sur des caps. Moi, ce qui me fascine, c'est j'espère parler aussi un tout petit peu d'innovation et de technologie, mais on est dans un monde où de plus en plus, c'est le long terme qui paye. Rappelez-vous, Amazon a été rentable au bout de 15 ans. Spotify était rentable au bout de 15 ans. Donc ça prend du temps, tout ça. Les efforts de défense, on le voit, c'est pas en quelques années qu'on va les rattraper. À un moment où, en fait, le long terme a une prime, et on le voit avec les régimes autoritaires, eh bien, nous, on est de plus en plus dans le court terme, et je pense que, pour rebondir sur votre point, c'est pas parce qu'on a 0,1% de croissance de mieux sur le dernier trimestre... Allez, d'accord, c'est à la marge, on s'accroche à ce qu'on peut. Des conséquences. Donc, oui, on a probablement sous-estimé nos atouts en France, mais... À nouveau, essayons de remettre un cap. Et là où je rejoins Marcus sur la Commission européenne, arrêtons aussi de vouloir faire des semblants d'efforts structurels qui aujourd'hui ont peu d'impact. Aujourd'hui, toutes les réformes qu'on fait avec un impact en 2030, 2035, 2040 n'ont aucun intérêt. Je veux dire, c'est pour faire plaisir à des... vous demandez du long terme. Là, pour le coup, on essaie de se projeter au moins à moyen terme. Il faut vraiment que ça soit des sujets qui ont un impact massif sur le long terme et pas des choses à la marge. Et aujourd'hui, on essaye Gilles l'a bien dit, si on est encore à 3 ou à 4%, l'impact sur la dette publique, elle est considérable. Insuffisant. Ce qu'il faut, c'est véritablement des décisions assez massives. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est les pays autoritaires, ou bien les pays autoritaires soft, et Trump nous a à nouveau montré avec sa stratégie de sécurité nationale, ils sont capables de faire des paris qui ne nous plaisent pas, mais des paris forts. Marcus. Pour sortir du court-termisme qui est propre à nos démocraties occidentales, en France qu'en Allemagne, il faut des majorités nettes. Le système de la proportionnelle ne génère pas de majorité très nette. Ça génère ou ça fait accoucher un régime de parti où les choses se passent derrière les coulisses, où on fait toujours des marchandages. En Allemagne, nous aurons très certainement un débat sur le scrutin, sur le mode de scrutin. Et moi, je ne vous cache pas que je suis très en faveur d'un scrutin majoritaire. Pourquoi ? C'est ainsi que les électrices et les électeurs puissent choisir leur candidat. C'est un mandat, c'est une confiance personnelle. Ce qui ne donne pas forcément de majorité à l'absolu. Voilà. La France en est l'exemple. Ce n'est pas des partis qui déterminent des listes ou derrière les coulisses des congrès de partis, on décide qui aura telle ou telle position. Alors, donc, je pense il faut défendre un tout petit peu cette conception gaulliste. Je ne suis très certainement pas le premier gaulliste, et j'espère pas le dernier, mais peut-être le premier gaulliste allemand. Et je défends sur ce plan-là les idées du général qui a toujours dit quelles institutions pour quel pays. Pour la France, la proportionnelle qui a été introduit en instillation par François Mitterrand, c'est avéré pas très avantageux, parce que vous êtes maintenant retombé dans un régime d'assemblée. Et c'est exactement c'est un peu la 4e République qui est de retour, effectivement, mais c'est le résultat du vote. De ce que la constitution de la 5e République a voulu. Alors, en Allemagne, où le compromis est peut-être une pathologie, le consensus. C'est une manière originale de voir les choses. Voilà, Ce que nous cherchons désespérément est appelé une pathologie par Marcus Kerber. Explorer des sorties institutionnelles d'une crise gouvernementale qui va s'annoncer au plus tard l'année prochaine. Parce que ce gouvernement qui s'appelle Grande Coalition, des grands partis, a une toute juste majorité qui n'est pas suffisante pour entamer les réformes dont je vous ai parlé. Bon, pour revenir sur les sujets budgétaires, on était parti sur l'institutionnel, mais je voudrais qu'on touche un dernier mot de l'étude Terra Nova, qui explique que on a quand même 120 milliards d'efforts à mener d'ici 2029 pour établir les comptes publics, et qu'il n'y a pas 36 solutions en réalité. Tout ce qui est sur la table aujourd'hui, mis sur la table par les politiques, sera insuffisant. Et Terra Nova nous dit une chose, il faudra
des hausses massives d'impôts et d'impôts qui touchent absolument tout le monde. 3 à 4 000 euros par ménage. Par an, ouais. Et par an. Il n'y a pas d'échappatoire? Ça, c'est Non, Frankenstein. Non, il n'y a pas d'échappatoire. Juste là encore, juste rappeler un fait, et j'espère que Marcus ne va pas hurler quand je vais dire ça. Un déficit budgétaire de la France annuel de 150 milliards comme on a tous les ans. Simplement, factuellement, c'est un État, je dis à chaque fois que je viens ici, mais je me permets de le rappeler une nouvelle fois, c'est un État qui met 150 milliards d'euros de plus dans la machine économique qu'il n'en retire. Et donc la croissance française, et la dernière note, je renvoie les gens... Elle est un peu à crédit. À la dernière note... Non, mais oui, ça c'est un jugement de valeur si je peux me permettre. Mais non, mais ce que je veux dire, la dernière note de conjoncture de l'INSEE nous dit la croissance est évidemment tirée par la dépense publique. Je veux dire, ces 150 milliards, ils vont quelque part. Ce que je veux dire, c'est un fait. Quand vous réduisez le déficit, eh bien évidemment, ça veut dire que par rapport, si mettons l'année prochaine le déficit était divisé par 2, eh bien ça veut dire qu'il y aurait 75 milliards qui seraient repris par l'État. Et que donc ça fait 75 milliards de revenus en moins pour les ménages et pour les entreprises. Mais là, c'est une machine infernale, Gilles Raveau, pardon, mais si... Non, mais c'est comme ça qu'on arrive à vos 3 4 000 euros par ménage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la seule façon. Il faut comprendre ce que c'est que la macroéconomie, qui malheureusement ne fait pas partie du tronc commun des lycéens et qui même souvent en faculté d'économie, on le déplore, effectivement. Et qui souvent même en faculté d'économie est très mal enseigné. Petit cadeau aux collègues au passage. Mais donc, et là justement sur l'appli des Échos ce matin que je lisais dans le tramway en venant, il y avait ces 2 titres à la suite qui étaient géniaux. Sur effectivement 3 000 à 4 000 euros par an d'efforts pris au ménage, baisse des dépenses, augmentation des impôts, c'est pareil. Et le titre suivant, c'était « De plus en plus de Français opposés à une taxation accrue de l'héritage ». Ouais, donc j'ai posé la question sur Twitter ce matin en disant « Comment vous réconciliez ces deux faits ?» La dernière chose que je veux dire, c'est que ce qui nous préoccupe tous, c'est le ratio dette publique sur PIB. Donc en fait, le programme intellectuel qu'on devrait tous se donner à Bercy et dans les universités, c'est comment je fais pour baisser la dette publique sans trop baisser le PIB. Parce qu'effectivement, c'est le risque des politiques d'austérité, c'est qu'une course à l'abîme entre la dette publique et le PIB. C'est pour ça que moi... Gilles, c'est les arbitrages, c'est le multiplicateur entre dépenses et impôts, on le connaît à peu près. Mais justement, il y a quelque chose, et j'arrête, qui n'est pas dans le PIB, qui s'appelle le patrimoine. Et c'est pour ça que dans mon dernier ouvrage, pour reprendre la rhétorique des gouvernants, je propose de nous libérer de l'héritage en taxant très lourdement les gros patrimoines. Je sais que cette option ne gagnera jamais, mais je veux simplement dire en termes de macroéconomique, encore une fois, ce que je propose là n'est pas débile, puisque quand vous touchez les patrimoines, ça ne baisse pas le PIB, et même sous certaines conditions, ça peut l'augmenter. Vous avez de la recette fiscale, donc votre dette baisse, et le PIB n'est pas affecté. Ce que j'oublie de dire quand même, Gilles Raveau, c'est qu'il y a un concept qui manque dans votre cours de macroéconomique, je soutiens tout à fait à mettre chez les collégiens et les lycéens, c'est la notion de retour sur investissement, c'est-à-dire que 1 euro investi par l'État, et notamment par l'État français aujourd'hui, est bien moins rentable en termes de croissance économique que ce qui est fait par d'autres acteurs. On a quand même aujourd'hui un État qui est catastrophique en termes de retour sur investissement. Je prends pour exemple l'exemple de France 2030. On y a mis 40 milliards d'euros sur l'innovation. On a 0 réel champion technologique qui en est sorti. Je rappelle que Mistral n'a pas été financé par France 2030. 40 milliards, on en a eu pour 3 milliards avec la suspension des retraites. Donc, quand on aura compris que c'est pas en mettant plus d'argent géré par des fonctionnaires, mais c'est en libérant, et par contre, sur le patrimoine, je suis d'accord. Et je rappelle aussi que Warren Buffett est le premier, un des hommes les plus riches du monde, à avoir beaucoup plus soutenu le fait qu'on ne doive pas devenir une économie de rentier. Alors, il disait, les quelques milliardaires, gardez 10 ou 10% ou 5% de votre fortune, mais le reste doit être beaucoup plus lourdement taxé. Sinon, on crée une économie de la rente où, en fait, vous avez beaucoup d'acteurs qui n'auront plus cette impulsion à créer de la valeur. Avec une concentration du capital qu'on voit ça de plus en plus. Donc, pour l'amour du ciel, arrêtez de donner des milliards à Bercy pour soi-disant faire des programmes économiques. Regardez les milliards qui ont été totalement dispersés sur, on va parler de la Chine, sur le futur des batteries, etc., sur l'hydrogène. Ça n'a servi à rien. Ça a alimenté certains acteurs qui se sont goinfrés là-dessus. Et puis souvent, on arrose le sable et effectivement, il ne pousse pas grand-chose. Marcus ? Le discours politique devrait s'inspirer de plus de raisons économiques. Donc, la taxation des grands patrimoines est très certainement un débat utile. Ça peut éventuellement également générer du consensus. L'incidence fiscale sera relativement limitée. Un petit pourcentage de plus pour la TVA,
rapporte beaucoup plus que la taxation presque confiscatoire. Au point de vue ambiance pour notre économie, même la taxation du patrimoine est, je dirais, difficile à digérer. Nos citoyens dans le monde occidental, dans nos démocraties occidentales, souffrent de l'asphyxie par des impôts et par des cotisations sociales. Et il faudrait ressusciter les forces libératrices de nos démocraties qui disent la démocratie a créé l'État social, l'État de providence. Est-ce que la démocratie est capable de le redimensionner, de le réformer, de le réduire, ou est-ce que ça va devenir un léviathan qui devient ce que les Américains appellent un deep state, c'est-à-dire un État monstre, profond. Un monstre, une entité autonome qui bouffe notre prospérité. Alors, dans le budget de 550 milliards budget fédéral allemand, il y a presque 200 milliards qui vont vers la dépense sociale, c'est-à-dire vers la consommation. Pour vous rassurer, cher Marcus, vous êtes encore très loin des 666 milliards d'euros de dépenses sociales en France. Je vous dis, voilà la tendance. Allez, on se retrouve. Cette tendance, il faut la rompre. Il faut rompre avec cette logique qui est une logique anti-industrielle, anti-entrepreneuriale, La radicalité sur le plateau des experts ce matin.